Ik ben een man die gelooft in God, dus het is in handen van God en ik doe mijn best. En de rest is in de handen van God, dus ik ga af op de voorzienigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. In Utrecht is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij. Bij een schietpartij in IJsselstein is een man om het leven gekomen. Au cœur des Pays-Bas, une affaire judiciaire hors norme secoue le pays. En février 2024, le grand public retient son souffle face au verdict tant attendu concernant le leader de la plus grande organisation criminelle néerlandaise. Over the 6 years of the trial, nearly everyone connected to this case had to be placed under police protection. Lawyers, judges, witnesses, and family members. Cette histoire, digne des plus grands thrillers, dépasse l'imagination au point où même Netflix la jugerait trop surréaliste. Un empire criminel où règne la loi du silence, où quiconque collabore scelle son destin. Plus glaçant encore, dans leur message crypté, les membres du groupe décident du sort de leurs victimes en quelques minutes à peine. Cette réalité est bien plus sombre que ce que les médias ont pu révéler jusqu'à présent. Et croire que tout s'arrêterait avec l'incarcération serait naïf. En 2015, la police lance une grande opération. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer à quel point cette affaire allait devenir importante. Habituellement, les enquêtes policières sont menées après qu'un meurtre a été commis. Cette fois-ci, la police décide d'inverser l'approche en ciblant un gang de voleurs de voitures hautement professionnels. Ces voitures rapides sont non seulement utilisées pour des liquidations, mais aussi pour attaquer des distributeurs automatiques d'argent à travers l'Europe. La police monte une opération ambitieuse, en plaçant discrètement un émetteur sous une Audi S5 volée par ce gang. Cette voiture, vendue par la suite, mène les enquêteurs à 2 garage box où ils découvrent une deuxième voiture volée, cette fois une Audi RS6. La police déploie alors tous ses moyens techniques pour surveiller les lieux, installant des appareils d'écoute et des caméras. Après plusieurs semaines d'observation, les enquêteurs dressent un portrait précis du groupe. Des hommes originaires d'Utrecht avec des profils divers, majoritairement dotés d'un lourd casier judiciaire, parmi lesquels 2 figures centrales, Werner, surnommé Devil, et Jawad, alias Book. Petit à petit, la police comprend comment ce groupe fonctionne. Chaque voiture est préparée avec soin avant d'être utilisée pour des crimes. Dans les conversations enregistrées, les bandits discutent de leurs armes. Ils insistent aussi pour toujours porter des gants afin de ne pas laisser d'empreintes. Ces enregistrements sonores révèlent l'existence d'un véritable centre de formation destiné à éliminer méthodiquement leurs rivaux. Comme la police, ils utilisaient aussi des outils pour espionner leurs rivaux. Dans cette enquête 26 coopère, on découvre qu'ils ont acheté 2 traceurs GPS très sophistiqués au Spy Shop. Prix total, 7 000 € payés en liquide. Ces appareils sont normalement impossibles à repérer, mais les policiers restent cette fois vigilants. Ils observent comment le gang pose un de ces traceurs sous la voiture d'une cible potentielle. Pour éviter qu'une exécution ne se produise sous les yeux de la justice, la police n'a d'autre choix que d'avertir la personne visée. Quelques semaines plus tard, le 15 juillet 2015, la police décide d'intervenir. Dans le domicile des suspects, la police découvre des cartes SD contenant les images de 5 hommes inconnus, manifestement surveillés et filmés en secret. Mais la véritable surprise attend les enquêteurs dans un entrepôt fréquenté par le groupe. Derrière la porte d'un box de stockage qu'ils enfoncent, se cache l'une des plus importantes saisies d'armes jamais réalisées. Un véritable arsenal de guerre. L'interrogatoire des hommes ne mène nulle part car ils invoquent leur droit au silence. Ce mystère sera finalement élucidé des années plus tard, lorsque le décryptage des messages révèle le rôle de leur dirigeant, Ridwan. Le même jour, juste après que la police a fouillé les lieux, il envoie des messages à Mario, aussi appelé Piet, pour savoir ce que la police a trouvé. Sûr par Divai et par Bock, ils vont rien trouver, non. Il parle de Devil et Book, 2 membres du gang qui viennent d'être arrêtés. Il veut s'assurer que la police ne pourra pas remonter jusqu'à lui à travers eux. Il veille aussi à ce que les armes et les drogues qui n'ont pas été saisies soient cachées en lieu sûr. Qui a ces armes? Elles sont cachées chez quelqu'un, non? Et la drogue, on la planque où? Explique-moi tout ça. Il essaye d'avoir des avocats le plus vite possible pour savoir exactement de quoi ils sont accusés et ce qu'il y a dans le dossier. Il sait que les armes trouvées vont leur causer de gros ennuis. Écoute, je sais pas exactement ce qui se passe ni comment tout ça va se résoudre, mais la situation est tellement grave qu'il n'y a pas de mots. Rien que pour les armes, ils risquent au moins 5 ans.
Zakaria LH, un membre du groupe, va voir un avocat qui lui explique ce que la police sait. C'est ainsi que Ridwan apprend progressivement les détails de l'enquête. Il m'a dit qu'ils ont commencé cette enquête en mars à cause des voitures volées, les Audi S5 et RS6. Quand l'Audi S5 a été vendu, les gars étaient déjà sous surveillance, car la police avait placé un traceur GPS sous la voiture. Un détail révélateur concerne l'Audi volé, où la police avait caché un traceur. La voiture avait des problèmes de batterie constants, si graves qu'il fallait la changer. L'un des membres du groupe avait alerté ses complices sur le fait qu'une batterie ne se déchargeait pas aussi rapidement sans raison, évoquant la probable présence de traceurs policiers. Mais personne ne l'a écouté. Je leur ai dit 5 fois de vérifier ces voitures, car l'équipement que la police installe décharge les batteries. Le groupe cherche alors à savoir exactement ce que la police a découvert. Ils veulent surtout comprendre quelles preuves la police possède et qui d'autre dans l'équipe de Ridwan pourrait être arrêté. Ok, sœur, il nous faut des tireurs en position et tu dois t'éloigner immédiatement en attendant qu'on puisse accéder au dossier. Ce message montre deux choses. Premièrement, le groupe cherche de nouveaux tireurs pour continuer ses activités normalement. Deuxièmement, Mario reçoit le conseil de partir loin des perquisitions pour ne pas être arrêté. On apprendra plus tard qu'il est un suspect dans l'affaire Cooper. Dis-moi combien d'argent il te faut et prends-le. Je m'occupe de tout. Je t'ai laissé faire comme tu voulais jusqu'ici. Mais maintenant, on va travailler à ma façon. Par sa façon, il cherche à envoyer un message sans équivoque à la société. Collaborer avec la police équivaut à signer son arrêt de mort. Rappelons-nous que son groupe avait acheté du matériel de surveillance au Spy Shop pour 7 000 €. La preuve a été trouvée dans un carnet chez Werner Devil. Après l'intervention de la police, le groupe a commencé à se méfier du Spy Shop, pensant que le magasin collabore peut-être avec la police, ce qui expliquerait pourquoi ils se sont fait arrêter. Les membres du groupe, gagnés par la paranoïa, se sont mis à chercher l'employé du magasin qu'ils soupçonnaient d'avoir aidé la police, notamment en fournissant du matériel modifié. Un message d'un membre du groupe confirme cette suspicion. Ils nous ont complètement arnaqués en nous vendant le matériel et en nous trahissant. Qui sait tout ce qu'ils ont pu dire sur nous? Ils ont vu les voitures, ont prétendu que tout était bon, alors qu'ils voulaient juste nous piéger. Mao, qui est le frère de Mario et un ami d'enfance de Ridwan, commence aussi à douter. Il fait partie des membres importants du gang depuis longtemps, et maintenant il se demande si le magasin Spy Shop ne serait pas en fait une façade de la police. C'est dingue, c'est pas possible. Qui sont vraiment ces gens? Ne me dis pas que le Spy Shop fait partie de la police? Mao n'est pas sûr de comment la police a découvert leurs activités. Était-ce à cause de l'Audi garé dans le garage ou parce que quelqu'un du magasin Spy Shop les a dénoncés? Alors comment on a été repéré? Est-ce à cause de ce box de garage ou à cause des gars du magasin d'espionnage? Quelle que soit la vérité, une unité d'action est rapidement mise en place par le groupe. Moins de 2 mois plus tard, un événement dramatique se produit. Afgelopen najaar, woensdagavond 9 september. De politie doet sporenonderzoek op de rendier in Huizen. Zojuist is hier de 59-jarige Ronald Bakker met pistoolschoten om het leven gebracht. Ce soir-là, alors qu'il rentrait du travail, Ronald est tombé dans un guet-apens. Un tueur l'attendait devant son domicile pendant que sa femme se trouvait à l'intérieur. Je savais que ça se passerait comme ça. Un spectacle en direct pour sa femme. Ça traître qui joue double jeu, fils de... Le groupe avait liquidé un innocent. Ronald n'était même pas le propriétaire du magasin comme il le croyait, mais simplement un employé. Le groupe considère qu'acheter du matériel d'espionnage dans des magasins est trop risqué, car les employés peuvent facilement collaborer avec la police. Il suggère donc de fabriquer leur propre traceur GPS à l'avenir. Il faut comprendre que les gens aiment conclure des affaires et gagner de l'argent. Ils trouvent cool de côtoyer des criminels, mais dès que la police les interroge, ils révèlent tout. Ce ne sont que des commerçants ordinaires qui veulent les avantages sans les inconvénients. La seule garantie, c'est de fabriquer tes propres traceurs, car à part toi-même, tu ne peux faire confiance à personne. La police s'est rendue au Spy Shop pour questionner le personnel et vérifier les comptes. Ils voulaient trouver un lien avec le carnet trouvé chez Devil. Mais tout cela n'est arrivé qu'après avoir découvert le dépôt d'armes. Ils ont minutieusement examiné la comptabilité trouvée chez Divai. À une certaine date, il y a une trace d'achat de 7 000 € pour un ensemble GPS. L'avocat affirme qu'il sera difficile de nier cette preuve comptable. En plus de tout cela, Ridwan veut aussi attaquer le magasin d'espionnage.
Le groupe a même commandé des armes, y compris un bazooka, s'ils peuvent en trouver un. Il y aura maximum 2 ou 3 employés. Mais c'est l'effet qui compte comme ça. Le message sera clair. Ces babs vont pleurer pour ce qu'ils ont fait. Ça enverra un message clair à tous ceux qui voudraient témoigner. Ils savent que le propriétaire et sa femme vivent au-dessus du magasin, mais cela ne les arrête pas dans leur plan. Dis-moi ce qu'il faut et fixe un prix clair pour éliminer ces traîtres. Ridwan veut attaquer le magasin soit avec un bazooka, soit avec des grenades à main. Les 2 options sont envisagées. Walid et Arthur, surnommés Depp, sont chargés de cette mission. Depp, qui est déjà connu de la police et qui s'occupe habituellement des voitures du groupe, apparaît même dans les photos de l'enquête Cooper. Après avoir parlé avec Mario, Walid obtient un bazooka. Comme il ne sait pas s'en servir, on lui dit qu'il y a un mode d'emploi avec l'arme. J'ai regardé, mais le texte est en russe. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Le tireur devrait savoir s'en servir. Ils n'ont pas encore trouvé de tireur. En attendant, ils doivent cacher la voiture volée dans un garage, car c'est trop risqué de la laisser dans la rue. Ridwan s'énerve parce que malgré tout l'équipement qu'ils ont, rien n'avance. Si vous y allez pas aujourd'hui, il faut mettre la voiture dans un garage. C'est trop risqué de la laisser dehors avec la police, les voleurs et tout ça. La voiture a coûté 4 500 €. Trouvez un garage rapidement. L'autre s'est énervé contre moi. On amène des voitures, des motos, des grenades, un bazooka. Tout ça coûte une fortune et toujours rien. Sœur, c'est vraiment difficile de trouver un garage immédiatement. Ouais, je comprends. Mais je trouve vraiment personne qui accepte de le mettre à son nom. Arthur, Depp, a dit qu'il ne pouvait pas trouver de garage tout de suite et qu'il fallait donc agir rapidement. Au début, ils devaient recevoir 5 000 € chacun, mais Depp a averti Mario que c'était très risqué. Il a mentionné qu'un homme avait pris 18 ans de prison pour avoir attaqué un tribunal avec un bazooka. Ils ont finalement négocié 15 000 € à partager entre deux. Comme Depp ne savait pas utiliser un bazooka, il a proposé d'utiliser des grenades à la place. Mais j'ai jamais utilisé ce genre d'engin, haha. J'ai pas fait l'armée, hahaha. On passe aux grenades. Je voulais utiliser le bazooka, mais j'arrive pas à m'en servir. C'est trop dangereux quand on sait pas ce qu'on fait. Et franchement, ça me fait vraiment peur, tu vois ce que je veux dire. Un gros problème se pose. Les fenêtres sont protégées par des volets roulants. L'équipe a une solution simple. Ils vont d'abord faire un trou dans le volet avec un outil spécial, une meuleuse, puis casser la vitre pour pouvoir lancer les grenades dedans. Tu perces la porte, puis tu casses la fenêtre. Tu balances les grenades à l'intérieur et on file. Après, retour à la maison, on récupère l'argent et tout le monde est content, haha. Le plan se termine mal. Le 19 octobre 2015, pendant la nuit, les 2 hommes sont en voiture. Ils aperçoivent une voiture de police et paniquent. En voulant s'échapper, ils roulent beaucoup trop vite. Ils perdent le contrôle de leur Audi et terminent leur course dans des buissons. La police fouille minutieusement les lieux de l'accident et la voiture. Elle découvre des cagoules, des gants et une meuleuse d'angle. L'équipe s'inquiète, ils n'ont plus de nouvelles de leurs 2 hommes. Ils savent que la police va sûrement garder Depp en prison, car il est déjà connu des services de police et il est lié à l'enquête Cooper. Un membre de l'équipe fait remarquer « Depp n'aurait jamais dû s'impliquer, il est trop cramé. Inch'Allah qu'ils ne reconnaissent pas Depp et le libèrent. » Plus tard, ils apprennent que Depp est à l'hôpital après que la police l'a arrêté. On savait qu'il était arrêté, mais pas qu'il était à l'hôpital. C'est vraiment la merde. Son arrestation était inévitable. Inch'Allah qu'il s'en remette et qu'il garde simplement la bouche fermée. À ce moment-là, la police ne pouvait pas lire les messages cryptés échangés au sein du groupe. Elle ne savait donc pas que les 2 hommes avaient prévu d'utiliser des grenades. Les policiers n'ont jamais trouvé ces grenades, mais elles auraient pu être cachées dans les buissons près de l'accident ou ailleurs. Malgré plusieurs tentatives, leurs plans ont échoué. Depp s'en est bien sorti, bien qu'impliqué dans l'enquête Cooper, il n'a pas été poursuivi par la police. Cette chance lui permettra de poursuivre sa collaboration avec le groupe, on en reparlera plus tard. Revenons à l'enquête Cooper, une affaire qui marque un tournant décisif. L'enquête prend une nouvelle dimension lorsque la police découvre que ce groupe installe des traceurs GPS sous divers véhicules. Le 24 juin, ils avertissent Chino, l'une des cibles, que sa vie est en danger. Mais ce n'est que le début.
Quelques jours plus tard, un témoignage bouleversant vient tout chambouler. Ibrahim, surnommé le boucher, se présente au commissariat. La voix tremblante, il révèle une vérité glaçante. Chino n'est qu'un leurre. C'est lui, le boucher, la véritable cible. Son témoignage est stupéfiant. Lors d'une course-poursuite en Belgique, il identifie l'un de ses poursuivants, un certain Bouk, né Joey et devenu Jawad après sa conversion à l'islam, une figure déjà bien connue. Face aux enquêteurs, le boucher dévoile tout. Jawad serait un exécuteur au service du redoutable Ridwan. À ses côtés opère Saïd R, dit le Chauve, qui dirige les opérations en tant que bras droit. Un système bien rodé où Ridwan désigne personnellement les cibles à éliminer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Outre le boucher et Chino, un troisième homme se trouve dans leur ligne de mire. Ranko, connu dans le milieu sous le nom de Hugo, lui aussi filmé à son insu par le groupe de Cooper. En 2015, tous les trois ont fait des déclarations à la police. Le boucher, notamment, a fait des révélations fracassantes sur l'organisation de Ridwan. Mais il ne savait pas que ses ennemis avaient déjà accès à son témoignage. La preuve est venue plus tard. Des clés USB retrouvées chez la sœur de Ridwan ont démontré que le gang possédait le dossier confidentiel de l'enquête Cooper depuis fin 2015. Avant de poursuivre, précisons un point essentiel. Toutes ces personnes sont impliquées dans le trafic de drogue. Il ne s'agit en aucun cas d'innocents. Il est également important de noter qu'ils se connaissent mutuellement, certains ayant déjà même collaboré ensemble dans leurs activités criminelles. Concernant le boucher, même si les raisons précises de la surveillance et des tensions demeurent obscures, un fait est certain. Malgré tous leurs efforts, les hommes de Ridwan ne parviennent pas à le localiser. Ils sont persuadés que quelqu'un le protège. Ils soupçonnent même Bagdad, l'un de leurs propres membres, car il connaît bien les amis du boucher. On s'attendait pas à ça, hein? À ce que ce gangster Bagdad protège le boucher. Je pense que ces gars essaient de t'avoir ou de nous avoir. Ouais, absolument à 100% sûr, à 100%. Tu devrais aussi te mettre à l'abri, rester tranquille. Ces types sont des gens méprisables. On doit tout apprendre sur eux avant de savoir comment les attaquer. Dans cette affaire, Bagdad est soupçonné mais reste en réalité loyal à Ridwan. Pourquoi ces soupçons? C'est simple, Bagdad est ami avec Hugo, qui fait partie du groupe du boucher. Le groupe de Ridwan pense donc que Bagdad pourrait savoir où se cache le boucher. Mais le groupe du boucher est malin. Ils savent que Bagdad travaille avec Saïd, le Chauve. Ils peuvent ainsi utiliser Hugo comme intermédiaire pour faire passer de fausses informations sur le boucher au groupe de Ridwan via Bagdad. Saïd reçoit de Bagdad l'information que le cercle du boucher serait à Tanger, au Maroc, mais Ridwan n'y croit pas une seconde. Ils vont certainement tenter quelque chose, car ils savent qu'on laisse jamais tranquille une balance. Tu vois, ils font que transmettre de fausses informations, rien d'autre. Hugo va appeler Bagdad depuis Tanger, en prétendant qu'il était là-bas avec un tel et un tel. Même un imbécile verrait que c'est des Ridwan et Mao pensent que le groupe du boucher les voit comme des ennemis et pourrait vouloir les éliminer. Maintenant, je comprends. Pour eux, c'est pas une question de balance. Ils nous voient comme des ennemis. Alors, ils se permettent de dire n'importe quoi aux flics, soi-disant pour leur sécurité. Exactement. Ils pensent être couverts. Donc si jamais ils nous éliminent, ils prétendront que c'était de la légitime défense. C'est un plan bien calculé. Le 14 janvier 2016, lors d'une audience préliminaire de l'enquête Cooper, on apprend que tous les proches du boucher vont témoigner. Les messages reprennent le lendemain. Hugo et Chino ont aussi fait des déclarations, donc tous les trois. C'est crucial que ces gars soient éliminés, parce qu'ils nous trahissent ouvertement en ce moment. Très grave, sœur. Il faut qu'on en discute sérieusement car c'est une véritable guerre maintenant. Ils ont même les adresses de tout le monde, y compris celle de ma mère. Ils nous trahissent ouvertement. Même les journaux et les sites web disent que c'est du jamais vu, que ça ne s'est jamais passé comme ça. À cause d'eux, nos gars se sont fait attraper. Ils préparent beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Ils sont couverts par les flics, donc même s'ils nous descendent en public, ce sera considéré comme de la légitime défense. Un nouvel événement aggrave la situation. Le 19 janvier 2016, la police trouve une camionnette suspecte. À l'intérieur, ils découvrent un système pour filmer en cachette et une carte mémoire. Sur cette carte, il y a des photos de surveillance de Jawad F, surnommé Bol, le neveu de Ridwan.
La police prévient Jawad qu'il est peut-être en danger. Aussitôt, Jawad contacte son oncle Ridwan pour l'avertir. Salam, mon frère, tout va bien? 2 policiers de l'unité d'enquête nationale sont passés chez moi tout à l'heure pour le dossier 26 Vosbergen. Ils m'ont montré des photos de moi trouvées chez certaines personnes. Ils m'ont averti que je suis probablement sur une liste noire et que je dois être vigilant. Ils m'ont demandé quel véhicule je conduis et si je connais les traceurs GPS. Je leur ai dit que je savais rien de tout ça, que je connaissais même pas ces traceurs. L'un d'eux m'a alors expliqué ce que c'était et m'a conseillé d'y faire très attention. L'équipe, choquée par cette menace, cherche à savoir qui est derrière tout ça. Mohamed El A, qui fait partie du groupe, pense que le boucher pourrait être responsable. Si on trouve des pistes menant à ce on n'a qu'à prendre un membre de sa famille. On l'enlève et on le fait disparaître pour de bon. Il y a des endroits en Belgique où on peut faire disparaître quelqu'un complètement, dans un bain d'acide. À ce moment-là, le groupe était persuadé que le boucher orchestrait cette surveillance, bien que la réalité s'est avérée plus complexe. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Plus révélateur encore, le nom du boucher revenait sans cesse dans les conversations de l'équipe. Dans ce milieu, partager des informations avec des ennemis de Ridwan est très dangereux. Seul le silence offre une véritable protection. Malheureusement, Samir, aussi appelé Hak, n'a pas respecté cette règle. Selon le tribunal, il entretenait des liens avec le groupe du boucher. Cette situation a créé des tensions qui ont mal tourné, comme nous allons le voir. Revenons sur ce qui est arrivé à Samir, Hak. Nous en avions déjà parlé dans une vidéo précédente. Le 17 avril 2016, un dimanche matin en apparence banal, Samir s'apprête à partir de chez lui en compagnie de sa fille âgée de 7 ans. Comme à son habitude, il compte l'accompagner au cours de Coran à la mosquée, un rituel qu'ils accomplissent chaque semaine. Cependant, Samir ne se doute pas un instant que cette journée scellera tragiquement son destin. À côté de sa résidence, une BMW M5 est garée, occupée par 2 hommes masqués et gantés. L'un d'eux, prénommé Bowie, sort brusquement du véhicule dès que Samir se positionne derrière le volant de sa Volkswagen. Sans avertissement, une rafale de coups de feu éclate, provenant à la fois de l'avant et du côté sous les yeux terrifiés de sa fille, assise à ses côtés. Par miracle, la petite fille parvient à s'en sortir indemne, malgré la projection des éclats de verre près de son visage et de son oreille. Prise de panique, elle se met à courir en direction de l'appartement, criant de toutes ses forces « Papa, papa !» Plein d'adrénaline, les 2 protagonistes tentent de s'enfuir à bord de leur BMW, mais sont confrontés à un problème inattendu de démarrage. Incapables de faire partir le véhicule, ils sont contraints d'abandonner leur plan initial et de prendre la fuite à pied. De l'autre côté, un voisin attentif à la scène se précipite pour intervenir. Voyant la gravité de la situation, il saute dans la voiture de Samir, le place sur le siège passager et le transporte en urgence à l'hôpital, dans l'espoir de le sauver. Samir est décédé le même jour à l'hôpital. L'attaque n'a pas marché comme prévu car la voiture de fuite, une BMW, ne démarrait pas. Les attaquants ont dû s'enfuir à pied et la police en a attrapé un tout de suite. À cette période, pendant que Mario était en détention provisoire dans l'affaire Copper, c'est Morad T, le frère de Ridwan, qui dirigeait l'opération, selon le ministère public. La M5 qu'ils utilisaient est toujours sur place et fait l'objet d'une analyse des traces. Depp, qui s'occupe habituellement des voitures, avait bien préparé cette BMW M5, mais même lui ne comprend pas pourquoi elle n'a pas démarré. Cette p*** de M5 qui voulait pas démarrer, les flics l'ont maintenant. Nom de Dieu. Serre, maintenant c'est grave. Cette voiture, je la démarrais et la conduisais sans aucun problème. Je comprends vraiment pas. Je l'ai garée là-bas et s'il y avait eu des problèmes de démarrage, je te l'aurais signalé immédiatement, Serre. Les messages révèlent qu'Ashraf B était chargé de la surveillance de la victime. Son chef Morad était très content de son travail et l'a souvent félicité. Le parrain lui-même a dit que si vous agissez en plein jour, vous serez tous bien récompensés. Pas de panique ni de stress, il a dit. Restez calme et avec style. Ah, merci frère, voilà. De rien, frangin, vous le méritez. Vous montrez plus d'engagement que tous mes gars précédents. Vous avez du cran, vous maîtrisez votre travail
et vous êtes parfaitement coordonnés. C'est exactement ce que j'apprécie, du vrai travail de pro. Vous ne reculez devant rien, et surtout, vous utilisez votre tête. Le parrain est satisfait. C'est pourquoi vous méritez cette reconnaissance. Vous formez une p*** d'équipe, frangin. Soyez-en fiers. Si vous continuez ainsi, vous irez très loin. Après ce discours motivant, le lendemain matin, Ashraf, qui surveille le secteur de la liquidation, informe Morad. Mec, il y a plein de flics là-bas. Le groupe ignore encore la situation. Ashraf essaye sans succès de contacter le tireur et se rend au point de rendez-vous prévu. Mais c'est trop tard. Le tireur a été arrêté par la police. Quand le groupe apprend la nouvelle, ils envoient rapidement Ashraf et d'autres guetteurs pour nettoyer la chambre du tireur. Ils doivent faire vite, avant que la police ne vienne chercher des preuves. Ok, frérot. Fais-moi savoir où tu vas mettre tout ça. Enlève absolument tout de sa chambre. Nettoie la porte avec de l'ammoniac avant de partir. Ne laisse aucune trace. Oui, t'inquiète frère, ça va bien se passer. On est en train de nettoyer cette maison entièrement. La chambre est presque nettoyée. J'ai retiré les objets les plus importants et les ai bien cachés chez un ami. Il ne reste que les couvertures ici. Enlève ces couvertures et jette-les, frère. Il faut retirer tout ce qui pourrait contenir de l'ADN. Mais n'oublie pas de mettre des gants. Ok, frère. Ridwan reçoit tous les détails de ce qui se passe. Frère, je n'ai toujours pas de nouvelles d'eux. Les gars sont en train de nettoyer sa maison et d'enlever tout ce qui s'y trouve. La maison a été nettoyée et l'équipe d'observation dont Ashraf a reçu son paiement. Toutefois, un problème crucial demeure. La BMW M5 n'a pas démarré, donc les tireurs n'ont pas pu prendre leur deuxième voiture, une Audi, pour effectuer le transfert prévu. La situation est urgente car le suspect arrêté par la police détient la clé de l'Audi. Il faut vite s'en occuper avant que la police ne fasse le lien entre les deux voitures. Le guetteur vient de m'informer qu'un des tireurs avait la clé de la voiture de transfert. Putain. Assure-toi que cette voiture soit complètement brûlée. Le groupe a proposé à Deb de faire une nouvelle clé pour déplacer l'Audi dans un garage avant de la brûler. Mais ils ont dû abandonner cette idée car ils n'avaient pas assez de temps. Un article de presse publié quelques jours plus tard confirmera ces faits. Après avoir liquidé Samir, aussi appelé Hack, Ridwan voulait faire passer un message fort au groupe du boucher. Il voulait leur montrer qu'il n'hésiterait pas à aller jusqu'au bout dans ce conflit. Même si le boucher retirait ses déclarations maintenant, c'était trop tard. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ok, c'est réglé pour ce Hack, ce fils de qui balance des infos sur nous. Selon le ministère public, Hack aurait transmis des informations à Mousse, un baron de la drogue et rival juré de Ridwan. Toutefois, l'hypothèse la plus probable est qu'il a été éliminé pour avoir en effet divulgué des informations au groupe du boucher. Ouais, c'est l'ami du boucher, Chino Pleur. Il lui a donné toutes les infos. Ce type était avec nous depuis 30 ans et nous a trahis. Maintenant, sa mère peut pleurer. Ce fils de... S'ils veulent la guerre, elle ne s'arrêtera jamais. Et ce mec a donné toutes les infos au boucher ou à la police? C'était vraiment ton ami? Hack était autrefois proche de Ridwan. Ils appartenaient au même gang dans leur jeunesse. Mais lorsque Hack a transmis des informations à leurs ennemis, Ridwan a agi sans hésitation, démontrant qu'il n'épargne personne, pas même ses amis de longue date. Ce fils de... a donné toutes les infos au boucher. Il passait ses journées avec Chino et son petit frère, alors qu'il était mon apprenti depuis 30 ans. Un tournant décisif survient dans l'histoire, en particulier pour Saïd, dit le Chauve. Bien qu'il se soit toujours tenu à l'écart de la guerre de Ridwan et qu'il ne soit pas du genre curieux, son attitude change radicalement en mai 2016 à Utrecht. Ce jour-là, alors qu'il se repose au Platinum Lounge, un établissement qui sert de quartier général au groupe et appartient à sa famille, il repère des hommes en train de faire une surveillance devant le club et dans une voiture. Convaincu que ces hommes sont envoyés par le boucher, il en déduit qu'il prépare son enlèvement. Quand Ridwan apprend ce qui se passe, il met Saïd en garde. La situation est très dangereuse et il ne devrait pas se promener comme si de rien n'était. Je te l'ai déjà dit, ils peuvent t'attraper aucun d'entre nous. Mais toi, tu continues à traîner là-bas comme si de rien n'était, alors que tout le monde sait que tu es notre frère. C'est une guerre très grave, je te l'ai expliqué trop souvent. Tu crois que c'est un jeu. Tout le groupe est alors alerté de la situation. Hier, le boucher a essayé de faire enlever un de nos gars. Ok,
Le chauve a failli se faire kidnapper. Il dit que c'est le boucher. Saïd croit reconnaître des proches de Bagdad dans cette tentative d'enlèvement. Mais Ridwan, lui, dit clairement que Bagdad n'a rien à voir avec ça et il dit à Saïd de ne pas chercher les problèmes avec lui. Moi, je connais la vérité. Toi, tu sais absolument rien, seulement ce que tu entends dans la rue. Frère, ne mets pas en doute mes informations. Je gère ça 24 heures sur 24. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu veux que le boucher s'endorme ou qu'il continue à parler pour rien? Ne pouvant pas trouver le boucher, ils décident alors de se concentrer sur Hugo, Chino et le frère de ce dernier. Ok, tout est prêt. Si possible, on s'occupe de Hugo, Chino et son petit frère en même temps. Au besoin, je mettrai 2 équipes le même jour. Les hommes de main exigent un paiement à l'avance, mais Ridwan refuse catégoriquement, comme le montre un message envoyé à Mao. Ils veulent de l'argent à l'avance, mais ça marche pas comme ça. Je vais m'occuper des tireurs moi-même. C'est mieux, et c'est très clair. S'ils réussissent pas à faire dormir quelqu'un, ils seront pas payés. L'objectif est simple, faire peur au boucher pour qu'il ne parle pas au juge pendant les prochaines audiences. Ils ont même peur de leur ombre. Le boucher va se dessus quand ils seront partis. Haha, ils tremblent déjà de peur. Personne ne lèvera le petit doigt pour ces peut-être quelques-uns de leur Hugo, mais à Utrecht, ils n'ont aucune chance. Le 29 mai, le groupe fait sa première vraie tentative pour capturer Hugo. Il est chez lui ce soir-là et ne veut pas sortir. L'équipe de Ridwan a alors une idée, demander à son ami Bagdad de le convaincre de quitter sa maison. Inch'Allah que tout se passe bien. Espérons qu'il sorte de chez lui, Inch'Allah. Ok, je vais envoyer un message à Bagdad pour voir s'il peut arranger ça sans qu'il sache ce qui se passe. Tu peux appeler Hugo pour lui demander de venir te rejoindre. Dis-lui que c'est urgent. Une fois qu'il sera avec toi, demande-lui s'il connaît quelqu'un qui cherche à acheter de la drogue, s'il te plaît. Mais dépêche-toi s'il te plaît, tu risques rien, mon frère. Saïd tient Ridwan régulièrement informé des réponses qu'il reçoit. Je le pousse à agir rapidement. Finalement, Hugo rencontre Bagdad et ils vont dans un café-bar grec situé dans une rue d'Utrecht où il y a beaucoup de commerces et de passants. À cause de tout ce monde, ce n'est pas un bon endroit pour une attaque. Hugo est saoul et a besoin que quelqu'un le ramène chez lui. Les tireurs l'attendent justement là-bas. Ridwan espère que ce sera Chino qui viendra chercher Hugo. Comme ça, ils pourront s'occuper des 2 en même temps. J'espère qu'il est avec Chino. C'est Inch'Allah que Chino le ramène chez lui. Frère, il est saoul et Chino n'est pas avec lui. Frère, ne laisse surtout pas Bagdad le ramener à la maison. Sinon Bagdad va dormir aussi. Ces tireurs font dormir n'importe qui. Ok. Ridwan indique fermement à Saïd que Bagdad ne doit en aucun cas raccompagner Hugo chez lui, car les tireurs ont pour ordre d'abattre quiconque se présentera sur place. Frère, je suis ici avec lui. Il dit que tout ce que raconte le boucher, c'est des Il affirme n'avoir rien gagné avec lui et doit comparaître le 30 juin au tribunal d'Amsterdam. Frère, ne ramène surtout pas cet homme à la maison. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi, frère? S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne le ramène pas chez lui. Écoute-moi, tu es mon frère. Frère, s'il te plaît, ne le ramène pas. Cet homme voulait me tuer. Frère, qui ramène cet homme chez lui? Tu sais qui va le ramener chez lui? Non, frère. Je crois qu'il prendra un taxi. Écoute-moi bien et comprends. Ne le ramène pas chez lui. C'est la dernière fois que je te le dis, mon frère. Finalement, ils doivent annuler le plan car il y a trop de policiers près des tireurs. Les tireurs sont donc obligés de partir sans agir. Il y a trop de flics près des tireurs. Rien ne sera fait aujourd'hui. Après ça, l'équipe veut agir vite et prévoit d'attaquer une semaine avant le ramadan. Ils sont pressés car le groupe du boucher doit bientôt témoigner dans l'affaire Cooper. Pendant ce temps, Nabil, que tout le monde connaît dans le quartier, surveille la maison de Hugo. Il est important de se souvenir de Nabil car ses actions vont bientôt créer une onde de choc dans le monde souterrain néerlandais. On dit que Chino veut retirer ce qu'il a dit à la police, mais à ce stade, ça ne change plus rien. Mais j'ai entendu dire que Chino va retirer ses déclarations. Ça serait pas mieux d'attendre pour le punir après? Ce serait mieux ainsi. C'est des... Il faut les punir. C'est tout. Je me fous de leurs déclarations. C'est de la... Ils n'auraient jamais dû mentionner mon nom.
Nabil continue de chercher où se trouve Hugo, qui s'est apparemment réfugié en Espagne. Le 21 juin, ce dernier décide de revenir aux Pays-Bas. Malheureusement, il ne sait pas qu'il ne lui reste plus que 48 heures à vivre. Une fois Hugo rentré chez lui, les tireurs ont tenté de l'attirer à l'extérieur en brisant une fenêtre. Mais leur stratégie a échoué. La femme de Hugo a appelé la police parce qu'elle avait peur que quelqu'un attaque son mari. Elle savait qu'il était menacé car il devait témoigner dans l'enquête Copper. Le lendemain soir, un ami vient voir Hugo chez lui pour regarder la fenêtre qui a été cassée. Il décide d'aller se promener. Nabil, qui les observe, envoie tout de suite un message à Saïd. Peu après, 2 hommes masqués arrivent à scooter. Hugo tente de s'enfuir en courant, mais sans succès. C'est ainsi que sa vie prend fin. Après cette liquidation, il nettoie soigneusement toutes les traces, pour ne pas éveiller les soupçons. Nabil fait d'abord semblant de mener une soirée normale en allant manger au McDonald's et en passant au Platinum Lounge. À minuit, Mohamed, le frère de Saïd, donne à Nabil un sac contenant une veste, des gants et des balles. Ces objets viennent de Bagdad El-H, qui gère la planque des tireurs. En faisant cela, Bagdad montre clairement de quel côté il est. Nabil commence alors à faire disparaître toutes les preuves. La veste a été mise dans la grande poubelle, ils la ramasseront demain. Les balles ont été nettoyées et jetées dans la rivière. Ensuite, Mohamed aide Nabil à découper 2 armes en morceaux et à les jeter dans l'eau. Plus tard, l'enquête révélera que ces armes ont servi à la liquidation de Ranko, aussi connu sous le nom de Hugo. La police a trouvé chez lui une convocation pour témoigner le 30 juin, mais il ne s'y rendra jamais. Et comme nous le verrons, il ne sera pas le seul à manquer son rendez-vous avec la justice dans cette affaire Copper. Revenons en arrière. Le groupe de Copper prenait des vidéos secrètes de personnes qu'ils voulaient cibler. Un jour, ils ont filmé un homme qui sortait du McDonald's. On l'appelait Happy dans le milieu. 3 jours avant que la police ne fasse ses perquisitions, Jawad, aussi appelé Book, un membre important du groupe, discute avec Ridwan. Je réfléchis à qui on pourrait éliminer le plus vite. Ce fils de Happy, on doit s'en occuper. Ce pose problème. Ok, Sire, tu as d'autres infos? Il est à Rotterdam maintenant. Après l'heure du dîner, ils se retrouvent tous au chicha. Ok, Sir. Après le ramadan, il ira certainement dans le quartier marocain. On va poster les guetteurs là-bas. La police a interrogé Happy plusieurs fois après avoir découvert des vidéos de lui. Au début, il ne disait pas grand-chose. Il a finalement avoué qu'il pensait être menacé à cause d'une dette impayée. Quelle qu'en soit la véritable raison, après les arrestations liées à l'enquête Copper, le projet de l'éliminer semble avoir été mis en pause pendant plus de 6 mois. Cependant, la situation change lorsqu'Happy se présente comme témoin lors d'une audience préliminaire dans l'enquête Copper en janvier 2016. Des membres du groupe de Ridwan étaient assis dans le public au tribunal. Leur mission était simple, rapporter en direct ce que disaient les témoins. Ah! Ce Happy avait vraiment peur. Il a exigé que rien n'apparaisse dans le dossier s'il parlait. Il dit que ce ne sont pas des petits joueurs. Témoin Happy. Il voulait parler sans microphone, sans enregistrement audio. Ils ont tenté de le placer sous protection. En janvier 2016, Mario, qui n'était pas encore arrêté, écrit à l'un de ses hommes au sujet d'Happy. Ok, frangin, ce mec est hyper vigilant. Donc sois prudent aussi. Essaie d'être le plus discret possible. Il sait parfaitement ce qu'il a fait. C'est une balance et maintenant ils veulent même en faire un témoin à charge. Donc ce doit disparaître. Le procureur voulait qu'Happy témoigne devant le juge le 8 juin 2016. Cependant, il n'a jamais pu s'y présenter. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut parler de JJ, un rappeur connu qui fréquentait les amis de Ridwan. Au début de 2016, JJ et Happy semblaient être amis et s'envoyaient des messages sur WhatsApp pour organiser des sorties. En avril, JJ invite Happy au Club Nova, prétextant une affaire d'argent. Cette nuit-là, un ami d'Happy reçoit un appel alarmant. D'une voix effrayée, Happy révèle que 8 hommes le retiennent contre sa volonté. Il demande à son ami d'appeler la police s'il ne donne pas de nouvelles dans les 30 minutes. Sans réponse d'Happy, son ami alerte la police. 1 heure plus tard, Happy rappelle pour dire qu'il va bien et qu'il a quitté le club. Les jours suivants, JJ et Happy échangent des messages. Yo, tu joues vraiment à cache-cache maintenant?
Ils n'ont vraiment pas le temps pour ces Regarde ton de téléphone. Et laisse-moi te donner ton de truc. Il me faut mon argent. Une relation d'affaires tendue existait entre les deux hommes. Un mois plus tard, Happy acceptait un rendez-vous qui semblait ordinaire, mais qui allait se transformer en piège fatal. Dit is de flat Kickenstein in Amsterdam Zuidoost. Maandagochtend 9 mei rond 5:30 heeft een bewoner 112 gebeld dat hij harde knallen hoorde of er iemand even kon komen kijken of er niks aan de hand was. Dat was er helaas wel. De knallen waren schoten. De politie treft op een galerij een zwaargewonde man aan die ondanks hun reanimatiepogingen ter plekke overlijdt. JJ a piégé Happy en l'attirant dans un endroit où il a été liquidé. La justice l'a puni avec 18 ans de prison pour sa complicité. Le tribunal pense que Ridwan voulait se débarrasser d'Happy, surtout à cause de l'affaire Copper. Mais les juges n'ont pas trouvé de preuve que Ridwan avait commandité cette liquidation ou que JJ agissait pour lui. JJ aurait pu avoir ses propres motivations pour tendre un piège à Happy. En conséquence, le tribunal a prononcé l'acquittement de Ridwan pour cette liquidation. Le groupe de Ridwan n'avait pas que des ennemis à craindre. Des journalistes et des blogueurs causaient aussi des problèmes en parlant trop de leurs activités secrètes. Martin Koch était l'un d'eux. Sur son blog Vlinder Scream, il écrivait tout ce qu'il savait sans rien cacher. Il a été le premier à publier des informations venant directement du milieu souterrain. Sans peur, il a même publié des photos de Ridwan et révélé que celui-ci dirigeait le groupe Copper. C'était un gros problème pour Ridwan, car à cette époque, personne ne le connaissait et il voulait justement rester dans l'ombre. Il faut vraiment faire quelque chose au sujet de ce de Vlinder. Tout est disponible sur Internet depuis qu'ils ont tiré sur la voiture de ce fils. De toute façon, j'ai des gars qui seront là-bas. J'ai juste besoin d'une photo de ce puisque tous ceux qui le connaissent sont en prison. En novembre 2015, des personnes ont tiré sur la maison et la voiture de Martin. Malgré cette menace claire, Martin a continué à publier ses articles. En juillet 2016, il survit miraculeusement après qu'une bombe a été découverte sous sa voiture. Il dit alors à la police que le groupe Copper pourrait être responsable. En décembre 2016, il effectue ce qui sera sa dernière sortie. Au moment où il va vers sa voiture, quelqu'un sort des buissons et met fin à sa vie. Le public connaît déjà cette affaire, mais un détail important était resté secret. Le rôle de deux guetteurs, Ashraf et Anwar B. En 2018, Anwar est en prison au Maroc. Là-bas, il parle aux enquêteurs et donne beaucoup d'informations sur le groupe de Ridwan. Dans sa déclaration à la police, il dit qu'il n'a rien à voir avec la liquidation de Martin. Il affirme que tout ce qu'il sait vient de son ami Ashraf, qui lui a confié que c'est Ridwan qui avait donné l'ordre. Anwar prétend n'avoir aucun lien avec l'opération, mais les messages PGP qu'il a reçus de Ridwan juste après la liquidation montrent le contraire. Salam, tout va bien? Les vêtements sont tous brûlés, les voitures doivent être soit cachées, soit détruites, et donc il faut y mettre le feu. Les données de géolocalisation de son téléphone prouvent qu'Anwar se trouvait à proximité de la scène du crime. Pour se protéger, il a accusé ses amis d'être responsables. Mais le tribunal n'a pas cru son histoire et a rejeté ce qu'il disait. En fait, avec son ami Ashraf, ils avaient une mission simple, brûler les voitures qui avaient servi au crime et jeter les téléphones cryptés dans la rivière. Au Maroc, Anwar a fait des déclarations pour essayer de se protéger, mais cela s'est retourné contre lui. Il a ensuite écrit des lettres en disant qu'on l'avait forcé à parler sous la torture, mais personne ne l'a cru. Plus tard, sa sœur a dit qu'il regrettait d'avoir parlé et nommé certaines personnes, et qu'il essayait maintenant de corriger ses erreurs. Nous avons vu 5 liquidations. Maintenant, nous allons parler du dernier, le plus important de tous. Fin 2016, Nabil, un jeune d'Utrecht, travaille pour le groupe de Ridwan. Saïd lui demande de trouver des voitures, surtout des Audi, la voiture préférée des criminels. Nabil sait très bien que ces voitures vont servir à suivre des gens et à commettre des liquidations. Selon lui, les voleurs procédaient en prenant rendez-vous avec les vendeurs qui proposaient leurs voitures sur Internet, puis dérobaient les véhicules durant la nuit. Nabil a acquis 2 voitures volées, dont une Audi A5, auprès d'un vendeur local, avant de les livrer à l'organisation de Ridwan, munie de fausses plaques d'immatriculation. Le plan est clair. D'après les messages, Ridwan veut éliminer Khalid, surnommé Imo, parce qu'il a donné des informations à ses ennemis.
Ok, il faut l'invalider. C'est mieux pour lui. C'est qui balance des infos. Mohamed, le frère de Saïd, dit à Nabil de suivre Imo et de le prendre en photo. Ces photos aideront les tueurs à le reconnaître. Imo, n'est-ce pas le frère du gros qui vient chez nous avec son Audi A3, celui qui aime faire le malin? Nabil parle du Platinum Lounge, qui sert à la fois de quartier général pour le groupe et de lieu de rencontre pour les habitants du quartier, notamment Imo et son frère. Le 8 janvier 2017, Nabil y photographie Imo. Ne pouvant pas prendre de bonnes photos avec son téléphone crypté, il utilise son iPhone. Je fais les photos avec mon iPhone parce que l'autre téléphone les prend mal. J'ai envoyé des photos à Saïd. Quand Saïd a vu les photos, il ne savait même pas qui était Imo. Salam. Qui est Imo de la photo que Nabil vient de m'envoyer? Ridwan avait besoin de ces photos, frère. Est-ce que c'est ce Pioui? Non, c'est quelqu'un d'autre. Il a demandé à avoir sa photo. Ce gars vient d'Overvet. Ce gars travaillait avant au coffee shop Malabata et a transmis des informations à certaines personnes. Ridwan reçoit ensuite la photo. Ok, merci sûr. Tout est prêt. Imo ne se doute de rien. Il continue même de venir au Platinum Lounge sans savoir que des gens préparent secrètement sa liquidation. Le 12 janvier, les tueurs se postent devant la maison d'Imo dans une Audi A5. Mais ils commettent une erreur fatale. Ils liquident un certain Hakim au lieu d'Imo. Hakim appartient aussi à une famille influente d'Utrecht. Après cette mission ratée, l'équipe s'enfuit et incendie leur voiture un peu plus loin. Le lendemain, il recommence à chercher Imo, mais cette fois, il fait plus attention. Quand il rentre chez lui, il fait plusieurs fois le tour du quartier pour voir si quelqu'un le suit. Il faisait des tours de surveillance, donc les guetteurs ont été repérés et ont dû reculer. Saïd s'oppose à ce que l'attaque se déroule au Platinum Lounge, un établissement lié à sa famille. Il craint qu'une fusillade n'entraîne sa fermeture permanente. Le groupe opte donc pour tendre une embuscade à Imo près de son domicile, mais l'intervention de la police fait de nouveau échouer leur plan. Un nouveau problème survient. La famille de Hakim a reconnu la voiture utilisée dans la liquidation. L'Audi A5 que Nabil avait fournie. C'est chaud, ils me cherchent. La voiture utilisée hier, ils l'ont reconnue. Pour se protéger, le groupe suggère à Nabil de créer une fausse histoire. Il invente alors que la voiture a été vendue à un certain Danny d'Amsterdam. Il raconte cette version à la famille de Hakim, comme on peut le voir dans son message à Saïd. Frère, je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit que j'avais rencontré ce Hollandais à Amsterdam qui s'appelle Danny. Après, il m'a demandé si je pouvais lui trouver des voitures. J'ai répondu que j'allais me renseigner. Et une fois renseigné, j'ai trouvé quelqu'un. Nabil explique à la famille de Hakim qu'il a réagi dès qu'il a vu la voiture brûler dans les journaux. Il a essayé de joindre Danny en urgence et est même allé le chercher à Amsterdam, mais n'a pas réussi à le trouver. Ils ont menacé l'intermédiaire, lui disant qu'il serait le prochain s'il était impliqué. Ils ne m'ont pas menacé directement, mais ils m'observaient attentivement pour détecter si je mentais. Je leur ai expliqué comment les choses s'étaient passées. Maintenant, ils attendent de moi que je retrouve Danny et que je découvre où il se cache. S'ils menacent, ce sera la guerre, frère, rien d'autre. Alors on se joindra aussi. T'as rien fait de mal. Et maintenant, il y a de la colère et beaucoup de questions. Qu'Allah te bénisse. Que la paix soit avec toi. Nabil finit par craquer et ne garde pas le secret. Il va voir le cousin de Hakim près d'Utrecht et lui avoue tout. C'est le groupe de Ridwan qui a liquidé Hakim. Le cousin est très surpris d'apprendre ça, car il s'entendait bien avec Ridwan et n'avait jamais eu de problème avec lui. Bien que le cousin devait garder le secret, Ridwan reçoit plus tard dans la journée un message vraisemblablement d'un membre de la famille de Hakim, qu'il transmet ensuite à Mohamed. Mes frères, un problème. Un petit qui a arrangé ses voitures, mes neveux l'ont embarqué. Il dit qu'il t'a vendu les voitures. Mais il a dit que si tu le mentionnes à Tahri, alors c'est fini pour moi. Nabil sait que dire le nom de Ridwan, c'est risquer sa vie. Il sait que je vais faire dormir quiconque prononce mon nom. Saïd lui avait bien parlé, et maintenant il ose dire mon nom en cachette. Le 14 janvier 2017, Nabil est arrêté à Amsterdam avec une arme. En réalité, c'était un plan organisé avec son avocat pour le protéger. Une fois en prison, il avoue être menacé par deux groupes, la famille de Hakim et l'organisation de Ridwan.
Il reconnaît aussi avoir participé à des liquidations et accepte de tout raconter à la police. Pendant 4 mois, du 26 janvier au 18 mai 2017, il fait 41 déclarations secrètes. Pour s'assurer que Nabil disait la vérité, il a été gardé seul, sans contact avec l'extérieur. Il ne pouvait pas lire les journaux ni regarder les informations. En dépit de ces conditions strictes, il a fourni des détails précis sur les affaires auxquelles il avait participé, ainsi que sur les confidences que lui avaient faites ses amis Saïd et Mohamed. Nabil savait que la justice examinerait ses déclarations en détail avant d'accepter toute collaboration. Il était conscient qu'un mensonge sur ses actes ou une fausse accusation annulerait immédiatement l'accord. Ce qu'il ignorait, c'est que les enquêteurs auraient accès aux serveurs Enetcom et PGP, révélant une grande quantité de messages qui pourraient confirmer ou infirmer ces déclarations. Le tribunal note que ces messages PGP valident largement les déclarations de Nabil, avec une exactitude souvent exceptionnelle. Cette concordance a mené à la signature le 27 décembre 2017 d'un accord avec les Pays-Bas faisant officiellement de Nabil un témoin de la couronne. Suite à cela, il a passé des années à témoigner, créant un dossier énorme de 3000 pages. Mohamed a été le premier suspect arrêté, ce qui a lancé le grand procès Marengo. Les avocats des accusés ont dépeint Nabil comme un menteur pathologique et un manipulateur froid, uniquement motivé par son intérêt personnel et empreint d'un sentiment de supériorité. Nabil lui-même a reconnu qu'il resterait toujours un criminel et qu'il pouvait mentir si ça l'arrangeait. Le tribunal a pris note de cet aveu et a également constaté qu'il avait menti sous serment à propos des téléphones qu'il détenait dans sa cellule de prison. Les enquêteurs ont découvert sur son iPhone des messages montrant qu'il cherchait à obtenir une importante somme d'argent pour sa protection et sa nouvelle vie. Ces demandes, bien que potentiellement suspectes, sont survenues uniquement après la signature de l'accord avec la justice et n'ont donc pas invalidé celui-ci. Le tribunal a par conséquent maintenu sa confiance en Nabil en tant que témoin fiable. Ik heb niks met moorden te maken en ook niet met een criminele organisatie. Ik vind het ook verschrikkelijk dat de kroongetuige altijd maar geloofd wordt. U heeft kunnen zien hoe de officieren er ook altijd alles aan doen om hem te redden met zijn leugens. Après Mohamed, les arrestations se succèdent, notamment celles des frères Mao et Mario au Suriname en 2019. Mais c'est la traque de Ridwan qui mobilise le plus de ressources. En novembre 2017, la police néerlandaise lance un avis de recherche international pour attraper Ridwan. Pour augmenter leurs chances de le trouver, des policiers vont jusqu'à Dubaï en septembre 2018 pour travailler avec la police locale. C'était vraiment très important pour eux d'attraper celui qui était devenu l'ennemi public numéro 1 aux Pays-Bas. Malgré des années de recherches intensives menées par une équipe de 100 enquêteurs et spécialistes travaillant jour et nuit, Ridwan demeure introuvable. C'est la police de Dubaï qui réalise finalement la percée décisive. Le 16 décembre 2019 à 3 h du matin, après des mois de surveillance minutieuse, les forces de l'ordre passent à l'action. Lors du raid, ils trouvent Ridwan dans son salon, assis tranquillement avec sa compagne devant la télévision, en train de boire et de fumer. Vanmorgen heeft onze korpschef het verlossende telefoontje gekregen van de korpschef van Dubai dat Ridwan T. is aangehouden in Dubai. Une opération éclair s'organise en quelques heures. Malgré l'absence de traité d'extradition, les autorités de Dubaï acceptent de transférer Ridwan vers les Pays-Bas. Le 18 décembre 2019, des agents néerlandais et un médecin se rendent à l'aéroport de Dubaï. Pour accélérer le processus, Dubaï décide simplement d'expulser Ridwan en tant qu'étranger indésirable, évitant ainsi une longue procédure d'extradition. Sur le tarmac de l'aéroport international de Dubaï, une file de voitures noires s'approche d'un avion en attente. Ridwan, masqué et menotté, est escorté hors du véhicule. À l'annonce de son transfert par les policiers néerlandais, sa réponse est surprenante. « Merci, merci, merci !» L'avion décolle de Dubaï à minuit. Après une escale technique à Bucarest à 3 h 02, il atterrit à Eindhoven à 5 h 10, aux premières lueurs de l'aube. Un hélicoptère s'élève alors de l'aéroport d'Eindhoven. Destination, la prison de haute sécurité de Vught. L'homme le plus recherché des Pays-Bas a finalement regagné son pays, mais cette fois-ci, derrière les barreaux. Selon ses confidences à la police de Dubaï, il se sentait déjà prisonnier avant son arrestation et préférait être capturé plutôt que de continuer à vivre dans la peur. Désormais, il a enfin trouvé la paix. Mais Ridwan n'était pas le seul à vivre dans la peur. Son complice Saïd demeurait en fuite. La dernière pièce du puzzle allait tomber en 2020.
Dans les hauteurs luxueuses de Medellín, en Colombie, se cache le deuxième homme le plus recherché des Pays-Bas. Une opération secrète se prépare pendant des mois après une information cruciale. Saïd, surnommé le Chauve, aurait été repéré dans la ville. Les enquêteurs déploient d'abord des moyens technologiques sophistiqués. Un avion équipé de systèmes d'écoute survole la ville nuit après nuit. Mais Saïd reste introuvable, se protégeant grâce à l'utilisation d'un vieux téléphone impossible à tracer. C'est finalement sa pratique religieuse qui le trahira. Chaque vendredi, les agents repèrent un homme mystérieux qui se rend à la mosquée, dissimulé sous une casquette et des lunettes de soleil. Même par temps couvert, cette piste les mène jusqu'à un complexe résidentiel sécurisé. Pour confirmer son identité, les agents colombiens infiltrés louent des appartements à proximité et observent ses habitudes. Livraison régulière de repas halal et comportement extrêmement discret. La confirmation arrive enfin et, dans la nuit du 6 février, les forces spéciales colombiennes passent à l'action. Dans un dernier acte désespéré, Saïd tente de s'échapper en sautant d'une fenêtre située à 15 mètres de hauteur. En vain, les agents le maîtrisent rapidement et découvrent une réalité surprenante. Celui qui avait amassé des millions vivait comme un rat, terré dans un appartement sordide et malodorant. Même en prison, pendant le procès Marengo, le groupe maintient ses activités grâce à ses contacts extérieurs. En parallèle, les anciens membres du groupe Copper, arrêtés il y a près d'une décennie, approchent de leur libération. Dans le cas de Jawad, alias Bouk, sa libération prochaine a été compromise par la réouverture d'enquêtes sur des liquidations non résolues, où il est soupçonné d'avoir participé à 5 d'entre elles. Les autorités tentent d'empêcher la libération des complices présumés de Ridwan afin de prévenir toute nouvelle violence. Pour conclure cet épisode, le boucher n'a finalement pas échappé à son destin. Premier à avoir alerté la police sur la puissance grandissante de Ridwan et son groupe, ses déclarations sont devenues des preuves cruciales pour les autorités. Après la liquidation de son ami Rango, alias Hugo, le boucher a mené une existence errante, conscient d'être surveillé. Il y a quelques années, lors d'un long séjour aux Pays-Bas, il avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Il avait ensuite quitté le pays, se séparant de sa famille pour leur sécurité. Ces précautions se sont révélées insuffisantes. L'homme a été liquidé dans sa cachette du sud de l'Espagne en 2022, marquant ainsi la fin de son chapitre. Le procès Marengo s'achève sur un verdict historique. En février 2024, face à la gravité des crimes commis, la justice prononce la seule sentence possible, la réclusion à perpétuité pour Ridwan. C'est la fin d'une des plus grandes affaires criminelles qu'ont connues les Pays-Bas. Na bijna 6 jaar en meer dan 140 zittingsdagen eindigt vandaag de behandeling van de zaak Marengo bij de rechtbank. Ridwan Taghi krijgt levenslang. Saïd krijgt levenslang. Mario krijgt levenslang.